Monsieur Daffy, on ne vous entend pas. Votre micro est désactivé. Allô, bonjour. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Allô. Oui, c'est bon. Là, c'est C'est bon. Oui, parfait. maintenant, oui. Parfait. Parce que depuis tout à l'heure, je suis en train de parler. Alors, je vous remercie infiniment, cher ami. Donc, et bienvenue à notre cinquième e-conférence qui va porter cette fois-ci sur un sujet qui est en relation avec l'univers. La première e-conférence, on a traité la vie et l'histoire de la vie. Après, on a vu ensemble l'histoire de l'évolution de la géologie, le concept de la géologie avec Mme Haysen. Par la suite, c'était un sujet très spécifique avec Cirza sur la genèse des gisements et des mines que nous exploitons actuellement. Et aujourd'hui, on va aller voyager dans l'univers avec un star marocain, professeur Hassan Chitoui. Alors, avant de passer, donc, je passe la parole comme à l'habitude. Donc, excusez-moi, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, Youssef Dafi. Donc, je suis un membre de l'équipe qui travaille sur e-conférence. Donc, comme à l'instar, donc, je serai votre serviteur durant cette conférence. Je serai aussi le timekeeper. Donc, on va commencer par une présentation de notre conférencière. Par la suite, on passera à la conférence proprement dite. Et puis, à la fin, on va clôturer par quelques indications concernant les gens qui demandent des attestations de participation. Alors, je passe directement la parole au professeur, au docteur Dalia Possel, coordinateur de réseau ForestNet. Merci. Bonjour Dafi, bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, c'est bon, c'est Possel. Très bien, alors je remercie Dafi, je remercie le professeur Hassan Chnaoui d'avoir bien voulu accepter d'animer cette conférence très intéressante sur les météorites. Je commencerai par présenter notre cher professeur qui va présenter cette conférence, donc le professeur Hassan Chnaoui a un grand palmarès. Je ne vais pas pouvoir citer tout, sinon je vais prendre tout le temps réservé à la conférence. Alors, le professeur Hassan Chnaoui est une spécialiste en météorites, paléontologie et géochimie. Elle est professeure à l'université Hassan II de Casablanca où elle dirige le laboratoire Gaïa. Elle est aussi coordinatrice du centre de recherche sur les bioressources et l'environnement. Elle est présidente de At-Tariq Foundation for Meteoritics and Planetary Science. Professeur Hassan Chnaoui est la première femme diplômée en paléontologie au Maroc et dans les pays arabes. C'est extraordinaire. S'il vous plaît, désactivez vos Elle a micros. obtenu S'il un vous plaît, premier désactivez vos doctorat en micros. géochimie à l'université Pierre et Marie Curie à Paris, puis une thèse d'État à l'université Hassan II de Casablanca sur les météorites. Elle a reçu plusieurs récompenses pour ses recherches de l'Académie des sciences, de l'Institut de France. Il a reçu aussi le trophée de la SNRT, la Société nationale de radio-télévision marocaine pour les femmes distinguées au Maroc. Elle est membre de plusieurs sociétés savantes. Il a reçu le prix du Hall of Fame des femmes en sciences du département d'État des États-Unis. Professeur Hassan Chnaoui a introduit les études des météorites et des cratères d'impact au Maroc et dans les pays arabes. Il a initié des programmes d'enseignement sur la cosmochimie et la paléontologie dans les universités marocaines. Il a étudié et classifié de nombreuses météorites du Maroc, dont la 5e chute observée. C'était une météorite martienne dans le monde, donc il y a bien des martiens il existe bien des martiennes sur la Terre. Professeur Hassan Chnaoui encadre plusieurs thèses de doctorat et il a publié de nombreux articles. Donc, avant de vous passer la parole, professeur Hassan Chnaoui, je voudrais juste prendre 2 minutes pour présenter le réseau des chercheurs sur les phosphates. Donc, le réseau de chercheurs sur les phosphates, c'est un réseau
deux chercheurs du Maroc, de l'international, qui mènent des recherches sur les phosphates, les composés phosphorés et les thématiques, je dirais, connexes aux phosphates et à l'industrie des phosphates de façon générale. C'est un réseau qui a été créé partant du fait qu'il y a une grande communauté scientifique qui fait des recherches dans ce domaine, du fait que le Maroc renferme les plus grandes réserves du phosphate au monde, ce qui nous donne une légitimité en tant que Marocains, disons, d'être au leadership de ce réseau international sur les phosphates. Alors, parmi nos principales missions, c'est de la promotion de la recherche de qualité et de la recherche utile dans le domaine des phosphates, des composés phosphorés, de l'industrie des phosphates, pour, disons, veiller à la production scientifique de qualité et un rayonnement de la recherche au niveau international, de partager les connaissances, d'où les conférences que nous sommes en train d'organiser, donc de partager les connaissances, le savoir, la production scientifique, et puis de capitaliser les connaissances dans ce domaine, de créer une synergie entre les chercheurs universitaires et les industriels, et puis de faire en sorte, disons, d'encourager les jeunes à s'investir dans la recherche de façon générale et dans la recherche autour des phosphates en particulier. Donc, comme je l'ai dit, le domaine dans lequel le réseau opère, c'est un domaine très vaste. En fait, je dirais, tout chercheur peut trouver un intérêt à ce réseau. Donc, ça va, je dirais, de la géologie, la mine, l'agriculture, la chimie, la biotechnologie, les sciences humaines et sociales, etc. Et donc, parmi les activités donc, que nous faisons, il y a l'organisation de Phosphate Days. Vous avez peut-être participé au Phosphate Days 2018. Et donc, la particularité de ces Phosphate Days, c'est qu'il comprend une manifestation dédiée aux jeunes chercheurs. Là aussi, nous faisons en sorte à ce que les jeunes soient vraiment une partie prenante de la recherche au niveau du Maroc. Donc, il y a une manifestation dédiée aux jeunes chercheurs qui leur permet de présenter leurs travaux, de les former aussi pour qu'ils puissent bien présenter leurs travaux, je dirais vendre leurs résultats de recherche, appliquer leurs résultats de recherche. Et puis, il y a l'International Conference on Phosphates qui traite l'ensemble des thématiques dont je viens de parler. Et donc, je cède la parole au professeur Hassan Chennaoui pour sa conférence. Merci beaucoup, Sekosser. Bon, j'en passe à Madame Hassan Chennaoui. Donc, si vous pouvez partager votre présentation. Et s'il vous plaît, à l'ensemble des collègues qui participent et des amis, prière de veiller à ce que vos micros soient désactivés. Comme ça, tout le monde pourra entendre. Madame Hasna, si vous permettez, parce que je sais qu'il y a une partie d'animation, de cocher, avant de partager, stopper le partage et cocher la case. Comme ça, on va entendre le son par la suite. C'est à quel niveau qu'il faut cocher? Excusez-moi, j'ai pas... Donc, comme je vous ai montré, donc il faut juste avant de partager, Oui. vous cliquez sur le carreau avec la flèche, puis en haut à gauche, il y a un carreau là. Utilisez l'audio du système, vous cochez ça. Inclure l'audio, c'est bon, très bien. Voilà, maintenant vous pouvez partager directement, on vous Excellent. entend très bien. Merci beaucoup, madame. C'est moi, merci beaucoup à vous. The floor is yours. Oh, thank you so much. Bon, alors, tout d'abord, je tiens à remercier vraiment, vraiment infiniment Monsieur Kosser pour la belle introduction. Elle me fait honneur. Merci beaucoup. Et bien évidemment, je tiens à remercier chaleureusement Monsieur Youssef Dafi et le réseau ForestNet, le groupe Géologie minière, l'université Mohamed VI, donc pour en fait cette magnifique opportunité qui m'est donnée. Et puis je tiens à féliciter les organisateurs de ces événements
pour la qualité de cette organisation et puis pour cette excellente initiative qui permet d'avoir accès à du savoir, j'allais dire, qui nous tient tous à cœur. Donc, je vais essayer de partager avec vous pendant, on va dire, 45 minutes, quelques aspects de ce que nous développons comme recherche dans notre laboratoire. Et en fait, on va faire un voyage dans le temps et dans l'espace. Et j'ai intitulé cette présentation « Météorite du Maroc, des origines au désert ». Alors, on va commencer tout d'abord par se poser une question et à laquelle on va essayer de répondre petit à petit au fur et à mesure du déroulement de cette présentation. Alors, la question, c'est quelle origine ont nos constituants chimiques? Donc, quand je dis nos constituants chimiques, ça veut dire nos corps, notre planète, notre atmosphère, etc. Et alors pour cela, il va falloir remonter un peu dans le temps, et même beaucoup dans le temps, et avoir une idée un petit peu de, en fait, la formation de notre univers. L'univers que nous connaissons à 13,8 milliards d'années, l'univers dont nous faisons partie à 13,8 milliards d'années. Sa formation s'est faite en un temps incroyablement court. Donc le Big Bang est quelque chose qui s'est fait, vous voyez ici, en l'espace d'1 microseconde, nous avions déjà des protons formés. Donc vraiment, c'est un phénomène extrêmement court dans le temps. Et dans les premiers temps de la vie de notre univers, eh bien, il s'est passé énormément de choses en 200 millions d'années. Donc, c'est pas grand-chose en fait. Et puis, à partir de 200 millions d'années, eh bien, ont commencé à se former les premières étoiles, les galaxies, etc., jusqu'à ce qu'on arrive à aujourd'hui. Bien, alors, ça c'est l'âge de l'univers. Maintenant, si nous passons à ces étoiles. Maintenant, on a, en fait, l'univers a formé des étoiles. Et donc, si on regarde la classification des étoiles que l'on connaît dans l'univers, ou du moins une certaine partie de ces étoiles-là, qui ont été classées par ces deux chercheurs, eh bien, on se rend compte que ces étoiles, il y en a qui... donc, elles sont classées déjà, et certaines sont sur cette zone qui est appelée la séquence principale, et puis, donc, certaines font partie des supergéantes, des géantes rouges, les naines blanches, etc. En gros, une étoile est un corps vivant qui naît, qui évolue et qui un jour meurt. Et dans ces étoiles, eh bien, elles n'ont pas toutes la même taille, elles n'ont pas toutes le même âge, etc. Et selon la taille et l'âge de l'étoile, eh bien, on va avoir, là, vous voyez par exemple, si on a une géante, pardon, quelqu'un a partagé en même temps? S'il vous plaît, arrêtez de toucher, s'il vous plaît, excusez-moi, Oui. professeur, s'il vous plaît, arrêtez de toucher les options, s'il vous plaît. Il ne faut pas nuire le bon déroulement de la conférence. Merci. On repartage encore. Oui. Donc, voilà. Donc, en fait, si on regarde les géantes rouges, au stade géante rouge, on voit que c'est des étoiles qui sont capables de produire jusqu'au fer. Et quand on s'intéresse au Soleil, qui est notre étoile, eh bien là, on est dans une petite étoile qui se situe dans la séquence principale, une étoile qui est jeune et qui est relativement petite de taille. Bien, ok. Maintenant, si on regarde par rapport aux éléments chimiques que nous avons, donc vous voyez, là c'est le tableau de Mendeleïev, et les éléments chimiques que nous connaissons sur Terre, eh bien, en fait, quand on regarde leur origine dans le cosmos ou leur présence dans le cosmos, on regarde ici le numéro atomique de ces éléments chimiques en fonction de l'abondance solaire. Vous avez les premiers éléments, l'hydrogène et l'hélium, qui sont produits lors de la nucléosynthèse primordiale. En fait, c'est vraiment les premiers éléments qui se forment. Après, pour les autres éléments, eh bien, il va falloir avoir un petit peu plus d'énergie
pour arriver jusqu'à l'oxygène, le magnésium, silicium, pour arriver jusqu'au fer, là, on est déjà dans le stade géante rouge. Et puis, tous les autres éléments plus denses, il va falloir qu'on arrive à l'énergie de l'explosion d'une supernova pour pouvoir les produire. Autrement, on ne peut pas les avoir. Bien. Alors, à ce moment-là, la question qui se pose, puisque le Soleil est une étoile qui est petite et qui est jeune, et qui est donc dans la branche principale, eh bien, en fait, le Soleil ne peut, dans sa vie, ne peut être qu'au stade de l'hydrogène et de l'hélium. Et donc, tous les autres éléments du tableau de Mendeleïev qui forment tout cela, eh bien, d'où est-ce qu'on les a eus? Alors, je rappelle simplement que, en fait, le système solaire est à 98% formé effectivement d'hydrogène et d'hélium, mais les 2% restants, c'est tout ce qui forme le reste de ce système solaire. Alors, avant d'aller plus loin dans la réponse de d'où viennent ces éléments, on va voir en fait l'âge de ce système solaire. Bon. Donc, notre système solaire, il faut savoir que, bon, vous êtes géologue pour la plupart, vous savez que l'âge de la Terre, c'est 4,55 milliards d'années. En gros, c'est l'âge de tout notre système solaire, puisque tout s'est formé très rapidement. Et on inclut ici maintenant, on commence à parler un petit peu de météorites, puisque cet âge, eh bien, en fait, il n'a pas été calculé ni sur une roche terrestre, ni sur des objets solaires, en fait, et surtout pas sur les roches terrestres qui sont toutes beaucoup plus récentes puisqu'elles ont subi les phénomènes d'altération, de transport, de tectonique des plaques, etc. Mais l'âge de notre système solaire, il a été calculé par cet isochrone qui a été réalisé par Patterson en 1954 sur en fait des 2 météorites de fer, Hanbury et Canyon Diablo, et 3 chondrites ordinaires, et qui donne donc cette géochrone ou isochrone. Et depuis ce moment-là, en fait, cet âge n'a jamais été remis en question. Il a été perfectionné, si vous voulez, il est beaucoup plus précis en termes de chiffres après la virgule, mais cet âge, et il se trouve que, en fait, c'est également l'âge de notre système solaire. Et donc, en fait, comment on peut imaginer avoir un système solaire qui a 4,55 milliards d'années, qui est jeune, qui logiquement devrait avoir de l'hydrogène et de l'hélium. Donc, d'où viennent les autres éléments? Donc, c'est pour, en fait, ces éléments, on accepte qu'ils viennent de l'explosion d'une supernova qui a soufflé une partie de ces éléments chimiques, et ces éléments ont été captés par le jeune système solaire. Et à ce moment-là, donc, nous avons un système solaire qui est composé normalement d'hydrogène et d'hélium, plus 2% de ces éléments qu'il a hérités de la supernova. Alors, ça, c'est connu par donc, tous les travaux d'astrophysique. Et bon, alors, où en est cet âge? Comment est-ce qu'on arrive à le voir? Alors, on arrive à voir ces éléments hérités qui sont plus anciens que 4,55 milliards d'années, puisque la supernova, elle a eu le temps de se former, etc. Donc, juste, j'ai oublié de dire, donc on qualifie le Soleil d'étoile de seconde génération, puisque elle a hérité d'éléments chimiques externes. Alors, justement, donc ces éléments hérités de l'explosion d'une supernova, eh bien, ils ont été découverts finalement tout récemment. Donc, dans ce travail qui a été, c'est un PNAS qui a été publié en janvier cette année, pour montrer sur une chondrite carbonée qui s'appelle Murchison qu'il y a des grains, qui ont été datés et qui sont des grains présolaires. Et les datations de cette équipe de recherche, eh bien, elles montrent que certains de ces grains ont jusqu'à 7,5 milliards d'années. Donc, nous avons un système solaire et des planètes qui ont 4,55 milliards d'années, mais dans les météorites qui sont connues,
surtout les chondrites carbonées, eh bien, on est arrivé à démontrer justement ce que l'astrophysique a proposé, et notamment donc cet âge beaucoup plus ancien que 4,55 milliards d'années. Alors, les chondrites carbonées, je passe maintenant aux météorites. Alors, je reste sur les chondrites carbonées. Ben, les chondrites carbonées sont quelque chose de fabuleux parce que c'est les plus anciennes, les datations les plus anciennes sont sur des objets qui sont contenus dans les chondrites carbonées. D'ailleurs, ben, on vient de le voir, mais on connaissait aussi des formations qui sont appelées les calcium aluminium rich inclusions. Et en fait, donc, dans ces chondrites carbonées, récemment aussi, il a été découvert la présence de ribose et d'autres sucres qui sont extraterrestres. Donc, en fait, la matière organique a été démontrée dans beaucoup de météorites, notamment les chondrites carbonées. Et ces chondrites carbonées, elles sont particulières aussi parce que non seulement elles contiennent du carbone et de la matière organique, mais en plus, elles sont très riches en eau et elles peuvent avoir jusqu'à 20% d'eau. Et là-dessus, d'ailleurs, des travaux récents aussi, on savait, il y avait des travaux qui avaient déjà proposé que l'eau sur Terre a une origine cométaire, et donc ces travaux maintenant sont absolument acceptés, puisque donc là je cite cet article-là, mais il y en a eu d'autres, ça c'est l'un des plus récents, donc un article dans Nature qui prouve définitivement que, en fait, donc c'est en 2019, qui prouve définitivement que l'eau terrestre, du moins en grande partie, a une origine cométaire. Bien, donc que s'est-il passé depuis que le système solaire s'est formé? Eh bien, le système solaire s'est formé il y a 4,55 milliards d'années, 4,56 milliards d'années, et donc très très rapidement, dès le début de la formation de ce système solaire, eh bien, on a commencé à voir les phénomènes d'accrétion qui ont permis à plusieurs particules qui sont sous forme de vapeur, de s'accréter les unes aux autres et de commencer à former ce qui va devenir par la suite des planètes et ce qui va devenir par la suite des astéroïdes. Et on voit donc, je présente ici un diagramme qui parle du Late Heavy Bombardment, donc le bombardement tardif, qui est le modèle de Nice, des astrophysiciens de Nice, qui ont démontré que pendant en fait le jeune âge du système solaire, eh bien, il y a eu une période qui a été déjà... Les planètes, en fait, à ce moment-là, étaient beaucoup plus proches du Soleil, et il y a eu une période où Jupiter, par les forces de résonance, a fait que ces éléments qui se sont formés, eh bien, ils ont subi des chocs extrêmement importants, un bombardement extrêmement fort, puissant, et ce bombardement, c'est ce qui a permis aux planètes du système solaire de se retrouver à l'endroit où elles se retrouvent actuellement. Et d'ailleurs, ce bombardement extrêmement fort a aussi eu pour conséquence de donner, en fait, d'éjecter une partie de la prototerre suite à un impact avec un objet de la taille de Mars, qui a fait qu'une partie a été donc éjectée, et ensuite qui a formé donc notre satellite qui est la Lune. Et donc cette période très très mouvementée, eh ben, elle a donné la place des planètes là où elles se retrouvent actuellement dans le système solaire, mais également donc la formation de la Lune, la cratérisation de tous les corps du système solaire, etc. Et vous voyez d'ailleurs que tous ces corps du système solaire, donc que ce soit, on voit ici la Lune, on voit ici Eros, donc sont extrêmement cratérisés, et ça c'est quelque chose qui est assez particulier. Nous n'avons pas ça sur Terre, j'en parlerai un petit peu par la suite. Donc ici ce sont des images de la surface de Mars,
donc qui montre un petit peu la topographie. Donc déjà, on voit que la surface de Mars est très cratérisée et la topographie de Mars avec un grand nombre de cratères, mais aussi avec des élévations plus ou moins importantes. Et on voit qu'il y a des zones qui sont très hautes, des zones qui sont plus basses. Et donc, tout ça, ce sont des choses qui sont héritées du système solaire primitif. Alors, donc, tout à l'heure, je parlais de l'eau, je parlais du ribose, je parlais de particules protosolaires. Et donc, Monsieur Kosaer, vous parliez de vie d'extraterrestres ou de martiens. Donc ici, je montre une image d'une météorite martienne qui est une fameuse météorite martienne, qui est ALH 84001, qui a été collectée en Antarctique. Et cette météorite, elle est fameuse parce que en fait, on a cru y voir justement une bactérie. Et donc là, on a cru voir, on a cru démontrer la présence de vie extraterrestre. Ça a même été annoncé par le président des États-Unis à ce moment-là. Malheureusement, il s'est avéré par la suite que, en fait, ce corps ou cet objet qui a été détecté en fait, correspondait à une contamination, plutôt une contamination terrestre. Alors, on parlait de cratères, donc sur les corps solides du système solaire sont extrêmement cratérisés. Ce n'est pas le cas de la Terre. Alors la Terre n'est pas autant cratérisée par exemple que Mars ou que la Lune pour différentes raisons. La première, c'est que la Terre est couverte d'eau à 75%. Ensuite, la Terre a une surface qui est dynamique avec la tectonique des plaques, etc. Et donc ces cratères, s'ils se sont formés, ils sont sujets à une érosion importante. Et là, par exemple, alors je passe à un des cratères importants qui a dû se former sur Terre, c'est le cratère du Chicxulub. Donc ça, c'est pas une réalité, c'est une reconstitution. Le cratère du Chicxulub, donc dans la baie du Yucatan, à Mexico. En fait, il a un âge de 65 millions d'années et on pense que l'astéroïde qui a provoqué la formation de ce cratère serait en fait à l'origine ou du moins partiellement à l'origine de l'extinction des dinosaures il y a 65 millions d'années. Donc, la surface de la Terre, on connaît à peu près 190 cratères d'impact et j'en parlerai un tout petit peu par la suite. Alors ça, c'est un travail qui a été publié par Rampino 2015 qui essaye de démontrer le lien entre les extinctions massives d'espèces et les cratères qui se sont formés sur Terre. Donc vous avez ici en fait les coulées de basalte parce que bien sûr, l'autre théorie, en fait, l'autre explication qui permet de démontrer que les dinosaures se sont éteints. Et, bon, sur Terre, il y a eu plusieurs extinctions massives d'espèces. Et donc, ces extinctions massives d'espèces, certaines sont reliées à des coulées basaltiques très, très importantes. Donc, ici, vous avez les coulées de basalte. Ici, vous avez les différentes extinctions massives d'espèces. Et ici, vous avez les âges de cratères d'impact depuis 260 millions d'années. Et en fait, ce que Rampino a montré, c'est qu'il y a une concordance entre, en fait, l'âge des cratères et les extinctions massives d'espèces. Alors, vous voyez ces petites flèches qui concordent, pour certaines d'entre elles, avec ces extinctions massives. Donc, en fait, bon, c'est pour dire que les extinctions massives d'espèces, elles ont eu lieu et les chutes d'astéroïdes sont certainement, peut-être pas totalement, mais liées à ces disparitions. Alors,
passons maintenant à la définition de ce qu'est une météorite. Alors, les météorites, bon, bah, ce sont des roches extraterrestres, c'est pour ça que ce sont les géologues qui travaillent dessus. On fait la distinction entre les chutes et les trouvailles. Les chutes, c'est lorsque les météorites sont vues quand elles arrivent sur Terre. Il y en a quelques-unes, on en reçoit en gros jusqu'à au maximum une dizaine au niveau du comité de nomenclature des météorites tous les ans, alors que les trouvailles, bon, il y en a des centaines, des milliers et des dizaines de milliers, et ce sont toutes les roches qui se sont accumulées à la surface de la planète Terre et qui sont ramassées par la suite. Alors, je n'ai pas besoin de vous le dire, on l'a vu au début de la conférence, ce sont d'excellents substituts aux missions de retour d'échantillons. Donc, on a donc la planétologie s'est extrêmement bien développée suite au développement technologique et aux missions spatiales. Les missions spatiales sont exceptionnelles, mais les missions de retour d'échantillons, ben, il n'y en a pas tant que ça. En fait, il y a les missions Apollo qui ont permis de récupérer des roches lunaires. Il y a plusieurs dizaines de kilos. La mission Stardust qui a récupéré des particules cométaires et Hayabusa qui a vraiment récupéré, donc c'est des missions qui ont récupéré quelques microns d'astéroïdes, mais on n'a pas de roches qui viennent de Mars. On n'est pas allé sur Mars récupérer des roches pour les ramener sur Terre pour les étudier. Donc les météorites offrent à ce titre des objets fabuleux d'apprentissage et de connaissance de notre système solaire à plus d'un titre. Alors, ici, donc, on va essayer de voir ce qui se passe lorsque vous avez un météore qui rentre dans l'atmosphère. Donc ici, c'est l'événement de Tcheliabinsk, où vous avez en 2013, en février 2013, où vous avez donc, vous voyez là, on a fait un montage. Vous avez la traînée lumineuse. Et puis après, donc voilà, 2 minutes plus tard, c'est l'arrivée de l'onde sonore. Et cette onde sonore, eh bien, vous voyez, là, elle provoque carrément, en fait, les sirènes des voitures. Et vous allez voir que non seulement elle provoque les sirènes des voitures, mais elle est tellement puissante. Ces explosions, c'est les explosions de l'objet dans l'atmosphère. Donc, en fait, Tcheliabinsk a provoqué donc à peu près 1 millier de blessés, non pas par la chute de la météorite elle-même, mais par le souffle de l'explosion donc des vitres, etc., produite par le son qui arrive après la lumière. Donc les gens, c'était 7 heures du matin, ils ont vu la lumière, ils se sont rapprochés de leurs fenêtres et c'est là que le son est arrivé et qu'il a explosé donc les vitres, etc. Alors, d'où viennent les météorites? Ici, c'est une représentation du système solaire. Donc, vous avez, en fait, les météorites, donc je l'ai dit, ce sont des roches. Puisque ce sont des roches, elles ne peuvent pas provenir des planètes gazeuses, bien évidemment. Donc, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, non. Elles ne peuvent provenir que soit de la ceinture d'astéroïdes, de Mars, de la Lune, Vénus ou Mercure. Alors, ce qui est connu, c'est les météorites venant de la Lune, de Mars et des astéroïdes. Pour Vénus et Mercure, il n'y a pas de météorites qui soient acceptées comme venant de ces planètes-là, quoiqu'il y ait eu des travaux qui ont proposé ces origines-là, mais ce n'est pas encore accepté. Alors, on fait une classification des météorites en fonction de leur état de différenciation, c'est-à-dire, ou plutôt de l'état de différenciation de leur corps parent. Et donc, cette classification, de façon très simple, elle va porter sur 2 grandes classes de météorites. Les météorites primitives, qui sont les chondrites. Alors, vous voyez ici, donc en fait, les chondrites, c'est ce qui est resté à l'état le plus primitif du système solaire, c'est-à-dire qu'on a les chondres qui sont présents et qui se sont accrétés pendant la formation des premiers corps solides du système solaire, mais après, donc le corps n'était pas assez grand pour pouvoir se différencier, n'avait pas l'énergie qu'il fallait pour se différencier. Et à côté de ça, nous avons toutes les météorites différenciées,
Et dans les météorites différenciées, eh bien, nous avons en fait la famille des sidérites, la famille des météorites mixtes et la famille des achondrites rocheuses, si vous voulez, c'est-à-dire les lunaires, les martiennes et les autres achondrites venant par exemple de l'astéroïde Vesta, c'est-à-dire les HED. Alors, les sidérites offrent un équivalent exceptionnel du noyau terrestre, parce que bien sûr on n'a pas accès au noyau terrestre, mais on le connaît par les méthodes indirectes, par la géophysique, mais donc les sidérites sont des météorites qui sont formées de fer et de nickel, et donc c'est l'équivalent du noyau terrestre, donc ça nous donne aussi la possibilité de travailler sur des roches et de comprendre comment s'est formée notre planète Terre. Les météorites mixtes, c'est un excellent équivalent de l'interface noyau-manteau. Et puis, les météorites lunaires, martiennes, etc., c'est les surfaces de ces corps assez grands pour avoir subi la différenciation, comme ça s'est fait sur Terre, la différenciation voulant dire la séparation du métal primitif qui va descendre. En fait, le fer et le nickel vont migrer vers le noyau et les autres minéraux vont rester en surface, dans la croûte, pardon. Bien, donc, un petit peu d'histoire. En fait, dans le passé, les météorites, elles n'étaient pas acceptées comme étant des roches extraterrestres. Ici, vous voyez une représentation de la chute d'Ensisheim en Alsace en 1492, qui est représentée comme, en fait, thunderstone, donc des pierres de tonnerre. Donc, on pensait que c'était des éjectats de volcans ou des pierres de tonnerre, d'éclairs, etc. Et ce n'est que en 1792 que Chladni, qui est un chercheur allemand, a démontré l'origine extraterrestre des météorites. Alors, les météorites sont connues par les humains depuis très très longtemps, et il faut savoir que le premier fer qui a été utilisé par les humains, c'est du fer qui est d'origine météoritique, surtout les sidérites, parce que les météorites de fer sont en fait composées de fer et de nickel pur. Et il n'est pas oxydé, il n'y a pas d'autres éléments, c'est que du fer et du nickel et puis un petit peu de platinoïde. Donc pas besoin de faire de la sidérurgie, de faire fondre le minerai pour retirer le métal, etc. Et donc il y a des objets qui sont faits de fer météoritique, par exemple le poignard de Toutankhamon. Hein. Ici, c'est une hache des Ugarites en Syrie, qui a été datée de 1500 années avant Jésus-Christ, donc bien avant, qui est faite bien avant l'âge de fer, quoi. En fait, c'est pendant l'âge de bronze. Donc là, un petit clin d'œil à mon professeur, le professeur Albert Jambon, qui a publié ces articles-là et donc qui a fait ces analyses de fer métal extraterrestre de façon non destructive par un analyseur fluorescence X portatif. Alors, est-ce qu'on peut prévoir la chute d'une météorite? Non. On n'arrive pas à savoir à l'avance. Il y a deux exceptions qui sont connues. Cette exception-là, le Mahtasitsa, donc en octobre 2008, en fait, il y a eu pendant à peu près une dizaine d'heures des observatoires du monde entier qui ont pu voir un météore se déplacer dans le ciel, dans l'atmosphère, et donc on savait à peu près quand il allait tomber et où il allait tomber. Donc, ensuite, là, il y a 2 années de cela, on a eu le même phénomène en Tanzanie, mais c'est les 2 seuls moments où on a pu suivre en fait un météore dans le ciel. Autrement, la traversée de l'atmosphère est tellement rapide qu'on ne peut pas prévoir l'arrivée d'un météore sur Terre. Alors, comment est-ce qu'on reconnaît les météorites? Donc, il y a des critères de classification macroscopique très simple, donc la présence de la croûte de fusion. La croûte de fusion, c'est ce qui est formé à la surface de la météorite quand elle traverse l'atmosphère à très grande vitesse. Donc la partie externe est fondue, donc elle brûle, elle est vaporisée, c'est ce qui donne le phénomène lumineux, et elle est fondue. Ici, vous avez aussi la présence des régmalites. En fait, les régmalites, c'est des creux. On appelle ça aussi en fait des traces de pouce. Et ça, c'est pendant la traversée de l'atmosphère aussi, il y a des morceaux qui s'arrachent.
Vous avez la présence de condres. Les condres, donc j'ai expliqué tout à l'heure que ce sont les premières gouttelettes protosolaires qui se sont formées dans le système solaire primitif. Vous avez la présence de métal. Le métal, j'ai dit tout à l'heure dans les sidérites, c'est du métal natif, donc uniquement fer-nickel, pas d'oxygène, et il n'y a pas d'équivalent de ce métal sur Terre. Donc tout le fer qui est connu sur Terre est combiné soit à l'oxygène, soit à autre chose, mais il n'y a pas de fer qui soit sans oxygène en gros sur Terre. Ensuite, vous avez aussi la présence des sulfures. Les sulfures dans les météorites, c'est aussi particulier, ce sont des sulfures de fer, et pareil, ce sont des éléments qui sont natifs. Donc, alors, bien sûr, il y a l'observation macroscopique, si vous voulez, mais bien évidemment, dans la réalité, on regarde les météorites, on sait que c'est une météorite ou pas. Parfois, c'est très compliqué, notamment quand il s'agit d'achondrites. Par exemple, si on a une météorite martienne, elles sont très ressemblantes au basalte, au péridotites terrestres. Donc, ce n'est pas évident de les différencier, si ce n'est qu'elles sont, quand elles sont jeunes et qu'elles viennent tomber, qu'elles ont leur croûte de fusion. Donc, autrement, eh bien, on a une batterie d'analyses qui sont faites en laboratoire. Bien sûr, toutes les analyses classiques de géochimie sont appliquées aux météorites. Alors ici, j'ai présenté simplement un exemple. En fait, c'est les isotopes de l'oxygène. Donc, on analyse les isotopes de l'oxygène. Toutes les roches terrestres sont placées sur cette ligne de fractionnement terrestre. Et vous voyez que différentes familles de météorites se trouvent dans différentes zones. Par exemple, ici, c'est les chondrites carbonées de type CI. Par exemple, ici, c'est les rumuritites. Ici, c'est les chondrites ordinaires, etc. Et on voit que la Lune est située sur la ligne de fractionnement terrestre. Et on voit qu'il y a deux autres types de météorites qui sont sur la ligne de fractionnement terrestre. Ce sont les aubrites et les chondrites à enstatite. Alors, un tout petit peu de pétrographie, mais vraiment très peu de pétrographie, juste pour dire que dans les chondrites, qui sont des météorites primitives, c'est l'équivalent de péridotites plus ou moins riches en fer, et en fer en FeO. Alors le FeO, il est inclus dans les minéraux ferromagnésiens, et en métal, donc c'est ce que je disais, le métal natif, et des sulfures natifs. Dans les achondrites, qui sont des météorites différenciées, c'est en gros quelque part, elles sont formées à partir d'un liquide qui a subi la fusion partielle d'un basalte ou d'une péridotite. Ensuite, nous avons les météorites de fer, donc c'est du métal fer-nickel avec quelques petites inclusions de silicates. Et les météorites mixtes, en fait, c'est un mélange entre le métal fer-nickel et des péridotites. En termes de minéralogie, c'est une minéralogie dans toutes les météorites, c'est une minéralogie relativement classique, sauf bien sûr pour le fer natif et les sulfures natifs. Dans le fer natif, ce sont la camacite, la ténite, et les sulfures natifs, c'est la troïlite. Autrement, voilà, c'est ici. Donc autrement, c'est les olivines, des pyroxènes, des plagioclases. Donc le métal, les sulfures, on peut avoir des feldspaths potassiques, et puis les minéraux accessoires qui sont la chromite, la silice, etc. Alors, c'est la susceptibilité magnétique ici. En fait, comme elles contiennent du métal, donc elles attirent l'aimant, et il y a les équipes de nos collègues du CEREJ, Rochette et co-auteurs, qui ont proposé la classification des météorites sur la base de leur magnétisme. Alors, où est-ce qu'on les ramasse? Dans les déserts. Là, les déserts froids, par exemple l'Antarctique, voilà, c'est des missions qui sont organisées tous les ans. Et puis, dans les déserts chauds, alors le Sahara, maintenant on a aussi en fait donc le désert du Chili, la péninsule arabique, etc. Alors, rapidement, une petite vidéo de comment est-ce qu'on fait la recherche systématique. Donc ça, c'est issu d'un magazine, en fait, émission, l'émission Faut pas rêver sur la route des oasis. Et pour montrer que en fait, on peut faire de la collecte systématique, c'est ce qui est mieux. Donc,
en se mettant à une distance équivalente les uns des autres et en regardant et en scrutant le sol. Voilà. Donc, alors, comment on passe d'un objet qu'on a collecté à un objet qui est officiel? Il faut être très vigilant par rapport à ça. Les météorites, pour les officialiser, il y a une procédure qui est connue, reconnue, analyse, qui permet de faire la classification. La classification, et ensuite, il faut donner la masse référence à un laboratoire reconnu. Ensuite, il faut soumettre la classification au comité de nomenclature de la Meteoritical Society. Et à la fin, donc quand ce comité vote la météorite, elle accepte, elle est publiée dans le Meteoritical Bulletin et ça ressemble à ça, le Meteoritical Bulletin. Donc voilà, quand elle est publiée dans le Meteoritical Bulletin, eh bien, elle devient officielle. Si vous cherchez une météorite qui n'est pas là-dedans, ça veut dire qu'elle n'existe pas. Donc, cette base de données, elle est accessible à tout le monde. Je vous invite à aller la voir. Elle est superbe, elle est très bien réalisée et tout le monde peut y accéder. Alors, je vais voir combien de temps il me reste, Sedafi. Oui, madame, c'est bon. Je dans le temps. Excellent. Donc, les météorites du Maroc, donc on arrive au Maroc. Bon, on a un pays qui est unique à plus d'un titre, avec un grand désert, avec un désert qui est habité, avec des nomades qui sont extrêmement observateurs, avec une communauté de chasseurs de météorites qui est très développée. Et d'ailleurs, donc je tiens vraiment à leur rendre hommage pour le magnifique travail qu'ils font, parce que toutes les météorites qui sont collectées au Maroc, s'il n'y avait pas ces personnes qui passaient du temps pour les chercher, on ne les trouverait pas. Et donc, du coup, tout cela fait que nous avons un des pays les plus riches au monde en termes de météorites. Alors, un peu d'histoire. La première météorite déclarée au Maroc, c'est Merirt, donc à peu près 80 kilos, bien heureusement. Elle est au musée du ministère de l'Énergie et des Mines. Première chute observée, c'est Douar Mrila. Et puis, on a plusieurs dizaines de milliers de météorites qui sont collectées au Maroc et dans les pays avoisinants. Nous avons aussi plusieurs chutes observées, je vais en parler un petit peu, et je pèse bien mes mots en disant que ces météorites participent à plus de 50% de la production scientifique internationale dans le monde, et elles sont reconnues partout en fait. Donc la stratégie que nous avons adoptée depuis 2000 se base sur 3 axes: recherche scientifique, avec des publications, avec des thèses de doctorat, avec de la production scientifique, la formation académique avec des cours qui ont été introduits, et puis beaucoup de communication, et tout ça pour développer cette thématique au Maroc. Alors la communication, elle a 2 aspects: la communication grand public avec les journaux, les magazines, la télé, les radios et tout ça, mais aussi communication. Oui, alors donc ici je donne juste un petit exemple d'un magazine. Alors ici c'est de la communication grand public, ce n'est pas scientifique, c'est le magazine Meteorites qui est dédié aux amateurs, aux collectionneurs qui sont très intéressés, et donc il y a différents articles qui y sont publiés, et donc pour la météorite de Tissint, on avait fait une publication là-dedans. Ça, ce n'est pas une publication scientifique, on a fait une publication pour raconter l'histoire de comment on a été sur le terrain, etc. Ensuite, il y a la communication scientifique avec l'organisation de congrès, avec la participation à des congrès. Nous avons eu le privilège d'organiser en 2014 le congrès annuel de la Meteoritical Society. C'était quelque chose de fabuleux, pour la première fois dans un pays arabe et musulman. Donc, et c'était important de montrer à tous ces scientifiques du monde entier qui travaillent sur les météorites du Maroc, qu'est-ce que le Maroc. Et on a fait une excursion qui était vraiment appréciée par beaucoup de monde. Et donc, ça donne une image positive de ce qui est fait dans notre pays. Et puis, donc, bon, plusieurs congrès et aussi la représentation du Maroc dans les instances scientifiques internationales de la Meteoritical Society, dans le comité de nomenclature, le conseil, etc. Alors, je parlais de cratères d'impact dans le monde où il y en avait 190. Au Maroc, nous avons une structure d'impact qui est la structure d'Agoudal, qui est très intéressante. Donc, c'est dans le Haut-Atlas. Elle est complètement érodée. Elle a été reconnue par la présence des shattercones, donc des cônes de percussion.
Nous avons une thèse de doctorat qui a été soutenue sur cette thématique, plusieurs publications. Et pour l'histoire, en fait, on a d'abord commencé par trouver cette météorite, qui est une météorite de fer, la météorite d'Agoudal. Et ensuite, les Chatterkon ont été découverts. Et donc, ce que nous démontrons dans nos articles, c'est qu'il n'y a aucun lien génétique entre la chute de la météorite d'Agoudal et la formation du cratère d'impact. Donc, c'est deux événements différents et ça, c'est quelque chose qui est quand même assez exceptionnel et intéressant. Alors, quelques exemples de chutes de météorites au Maroc. Je ne peux pas toutes les citer parce que c'est beaucoup de travail. Donc, première, donc Ben Guerir, c'est une chute du 22 novembre 2004 à midi moins le quart, donc c'était vu par beaucoup de gens. Les gens de Ben Guerir ont senti les vitres vibrer, etc. Et donc cette météorite, c'est une chondrite ordinaire de type LL6, donc travail de terrain, etc. Ça, c'était la première chute observée que nous avons déclarée. Tamdart est tombé en décembre 2008 à 11h moins le quart. Pour moi, je pense que c'est une météorite qui est similaire à Tcheliabinsk. Donc, l'ellipse de chute, elle fait à peu près une cinquantaine de kilomètres et il y a plusieurs dizaines de kilos de météorites qui ont été ramassées. Et c'est exceptionnel qu'elle ait été trouvée parce qu'elle est tombée dans le Haut-Atlas à côté du village de Tamdart, au nord de Eizbetchito. Et donc, dans les montagnes enneigées, etc., ça a pris quand même 5 semaines aux chercheurs de météorites pour la trouver. Et donc, voilà. Et puis, bien sûr, Tissint. Donc, Tissint, ça, c'est notre fierté nationale. Donc, la 5e chute de météorite martienne qui a eu lieu au Maroc. C'est une météorite vraiment exceptionnelle à plus d'un titre. Donc, cette météorite nous a permis de... En fait, nous avons eu une publication dans Science, donc nous avons pu avoir un consortium de 20 chercheurs du monde entier pour travailler là-dessus. Et donc, nous avons publié dans Science un article concernant cette météorite-là, où on démontrait justement que toutes les météorites connues comme étant des météorites martiennes, en fait là, on montrait sur une chute récente qu'elles ont vraiment une origine martienne. Et on a aussi démontré que quand Tissint a été éjecté de son corps parent, eh bien le Mars contenait des fluides. Alors on a eu, merci professeur Khadija Hariri, lors de l'organisation de Rallye 2015, on a pu avoir un timbre à l'effigie de Tissint à ce moment-là. Donc voilà ce qui se passe quand on arrive, alors ça c'est pour Tissint, quand on arrive sur le terrain, on arrive au milieu de nulle part, à 70 km de Tata, vraiment après une piste infernale et où on rencontre vraiment personne. Et arrivé sur place, vous trouvez des centaines de personnes qui sont en train de chercher, qui sont au milieu de nulle part et en train de chercher l'Eldorado quelque part. Alors, mais Tissint, c'est une source de fierté parce qu'elle a été à l'origine de beaucoup de publications et même nous avons un nouveau minéral qui s'appelle la tissintite, qui a été découvert dans cette météorite. Et c'est une fierté pour nous d'avoir justement le nom d'une province marocaine donné à un minéral. Alors, beaucoup d'autres chutes observées, je ne peux pas toutes les citer, mais c'est toujours à peu près la même chose. Mission de terrain avec nos partenaires, chasseurs de météorites, avec des fois avec l'aide des autorités, etc. Et tout ça pour permettre de faire une documentation la plus complète possible des météorites du Maroc. Et nous pouvons nous targuer maintenant, là, c'est la météorite de Geltz-Mour. Donc, vous voyez, en fait, c'est vraiment très loin, c'est dans des conditions difficiles. Elle est tombée en août 2018, mais les gens ont été cherchés, ils l'ont découverte, etc. Et puis, c'est une très belle météorite. Maintenant, elle donne lieu à un nouveau sujet de thèse de doctorat. Qsal Goran, donc là, c'est plus au sud-est du Maroc. Alors, classique,
Une chute, on prend ordre de mission, on prend la voiture, on va sur le terrain, on essaye d'avoir les informations les plus complètes possibles avec les coordonnées, etc. Les témoignages des gens, c'est très important. Et pour finalement arriver à ça, c'est-à-dire à l'officialisation de la météorite avec un nom marocain. Et donc, tout ce travail a permis de faire, donc, ça c'est la liste de toutes les chutes marocaines. Et depuis Ben Guerir, donc toutes les chutes depuis Ben Guerir, c'est nos équipes qui ont travaillé dessus, toutes les petites étoiles rouges, c'est nos classifications, nos déclarations avec des noms marocains. Et nous avons 2 chutes de 2019 qui sont soumises et qui devraient, Inch'Allah, très rapidement être acceptées. Et donc, nous aurons, là, on rajoutera deux autres chutes marocaines. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est unique dans le monde. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à comprendre comment ça se passe, qui n'arrivent pas à comprendre que les chutes soient retrouvées juste parce qu'il y a des gens qui observent et qui ont appris à aller chercher aux bons endroits. Donc, en fait, si je veux faire une petite synthèse de tout ce que j'ai raconté, donc nous avons un pays qui est extrêmement riche en météorites. Nous avons une position internationale en termes de recherche scientifique et une reconnaissance internationale, alhamdoulilah. Nous avons développé une stratégie dans le Maroc qui a donné ses fruits et donc que nous essayons de partager aussi bien donc dans les pays arabes que dans d'autres pays africains. Nous avons un patrimoine géologique qui est fabuleux, exceptionnel, qui doit être valorisé. Ces météorites représentent une source de revenus importante pour les gens et nous souhaiterions que ce soit en fait une exploitation durable pour tout le monde, pour les gens qui collectent, pour les gens, pour le pays, pour les régions. C'est-à-dire que si on arrive à implémenter, par exemple, des musées qui sont des musées régionaux, eh bien, ces météorites-là, elles vont donc avoir un rendement beaucoup plus durable sur les régions. Et puis, donc, bien sûr, en fait, l'objet de la conférence était des origines au désert, alors l'origine de nos composants chimiques est plus ancienne et plus lointaine que nous pourrions l'imaginer, puisqu'on a vu que en fait, les éléments qui constituent les roches extraterrestres sont beaucoup plus anciennes que donc le système solaire, et les éléments qui composent la matière organique viennent de ces roches qui sont beaucoup plus anciennes. Donc voilà, donc on a une histoire beaucoup plus ancienne. Et donc pour conclure, les météorites sont une source très importante de savoir et il y a encore plein de choses à découvrir. Alors donc, juste cette petite image que je partage avec vous parce que je suis très fière du travail de nos partenaires, je suis très fière du travail de nos doctorants, de nos collaborateurs, dans cette initiative que nous avons créée qui s'appelle At-Tariq Foundation et donc c'est All Together Task Force for Advancing Research, Innovation and Knowledge. Et si vous voulez, cette initiative, elle est faite pour la promotion des sciences, bien sûr, le soutien de la recherche scientifique, mais aussi pour la promotion des sciences à tous les Marocains. Et surtout, en fait, nous travaillons sur des sujets qui sont porteurs et qui fascinent. Donc, les météorites, tout le monde écoute. Et donc, c'est un plaisir de partager cette diapo avec vous. Et je suis très confiante en l'avenir et je souhaite que nous ayons des groupes de chercheurs Inch'Allah, avec une structure de recherche, un laboratoire, des musées dédiés à la planétologie, aux météorites et puis au savoir et à la science de façon générale. Donc voilà, je m'arrête là et je suis désolée si j'ai dépassé le timing. Et je vous remercie de votre écoute généreuse et vos questions sont les bienvenues dans les langues que vous voulez. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Chenaoui. Comme les Anglais aiment dire, you rocked as usual. You rocked, madame, sincèrement. Et d'ailleurs, avant de passer à la séance questions-réponses,
Je souhaite vous présenter les joyeux anniversaires pour la première année d'Atariq Foundation. J'ai eu l'honneur de t'inviter à cette rencontre, à cette belle rencontre d'échanges scientifiques autour des météorites qui est constituée pour moi personnellement un, je dirais, un domaine mystérieux. Là, on connaît peu, mais grâce à vous, grâce à cette excellente présentation, j'ai pu quand même commencer à voir clair. Parce que, à ma connaissance, bon, quand je lis l'actualité, on a commencé déjà à réfléchir autour de l'exploitation minière dans la Lune et dans les autres planètes. Alors, donc, je passerai la main au docteur Kousser Ghali, le coordinateur de ForestNet, pour le premier mot. C'est Kousser. Alors, oui, je voudrais remercier le professeur Chnaoui de cette excellente présentation, très bien faite, très informative, avec beaucoup d'informations qui nous a permis un petit peu de remonter l'histoire, je dirais, de l'univers. Donc, je vous remercie beaucoup de cette présentation et de toutes les informations et du savoir que vous avez partagé avec les participants, et je vous félicite aussi pour le travail extraordinaire que vous êtes en train de faire. Donc, si tu permets, si Youssef, je voudrais juste poser une petite question au professeur Hasna. Juste est-ce qu'il y a un système, compte tenu du fait que ces météorites, ils tombent généralement dans des contrées lointaines, où il y a des douars, des gens pauvres, etc. Est-ce qu'il y a un système qui permet à la fois, je dirais, à la communauté de profiter de ces météorites et au Maroc de préserver son patrimoine? Alors, donc, d'abord, en fait, les chutes, elles sont complètement aléatoires. Donc, il n'y a pas, c'est pas forcément dans des zones du sud où, bon, il se trouve que nous avons beaucoup de chutes au Maroc et ça peut, et en partie parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent. Donc, les chutes sont complètement aléatoires. Bien. Maintenant, de quelle façon il serait possible de faire en sorte que, bon, c'est ce que nous on appelle en fait une contribution durable. C'est-à-dire que quand les météorites sont ramassées, si nous avons un musée national, si nous avons des musées régionaux qui sont là pour, en fait, pour acheter ce que les gens collectent, et pour les exposer, eh bien, ça va faire une rentrée d'argent qui va être plus pérenne dans le temps, c'est-à-dire que ça va drainer des touristes, ça va drainer, et ce sera en tout cas plus durable que d'exporter les échantillons, ce qui, bien sûr, permet d'avoir une source de revenus, mais qui, par la suite, en fait, ça se termine parce que les météorites, bon, ce ne sont pas des champignons, ça ne repousse pas. Donc, une fois qu'on a ramassé un objet, eh ben, pour qu'il s'en dépose un nouveau, cet objet, il peut avoir 20 000 ans, 30 000 ans, etc. Donc, c'est notre souhait, notre rêve, vraiment notre rêve, c'est de pouvoir faire en sorte que les régions marocaines puissent avoir des structures en fait, d'exposition qui soient en mesure de développer la recherche et qui soient en mesure d'acheter les échantillons aux gens et de les exposer. Et voilà, donc en tout cas, c'est pas quelque chose de très compliqué à faire. D'accord. Merci beaucoup, professeur. C'est moi, Merci c'est moi. beaucoup. Merci beaucoup, c'est Kousser. Et juste pour information, c'est que je suis vraiment désolé pour les gens qui n'ont pas pu se connecter parce qu'on a atteint vraiment cette fois-ci la limite permise par le système et surtout par ma licence.
Donc, on n'a pas pu ajouter d'autres personnes. Il y a beaucoup de demandes qui arrivent. Les gens sont bloqués. Madame, c'est beaucoup ce que vous avez fait là. Donc, vraiment, je suis vraiment désolé pour les gens qui n'ont pas pu assister. Et s'il vous plaît, passez le message que nous allons partager cette conférence qui est enregistrée. Parce que nous, en enregistrant ça, on va partager avec les autres. Alors, je passe à la deuxième question qui va être posée par notre cher professeur Sied Diaza. Merci Sied Diaza. Vous présentez s'il vous plaît et vous posez votre question. Sieza, si vous pouvez activer votre micro. Sieza, on ne vous entend pas. Sieza, on ne vous entend pas. Je crois qu'il est activé, non? C'est bon. Maintenant, pour moi, pour moi, il affiche activé. Bon, je commence par quand même remercier. Je commence quand même par remercier et féliciter Forestnet. Bon, alors, à Diaza, je suis prof de métallo à l'école des mines de Rabat, géologue de formation, mais géologue minier. Alors, je ne sais pas comment est-ce que je vais faire pour remercier et féliciter Hasna. Bon, Madame Hasna, vous avez mis la barre très très haut, hein, et bravo, bravo, bravo. J'arrête de le dire, sinon c'est moi qui vais commencer à rougir et non pas vous. Alors, bon, je vais vous voyez là. Hein. Alors, ça me fait quand même plaisir de savoir que dans mon corps, il y a de l'extraterrestre, hein, il y a de l'extrasolaire. Hein, je suis plus vieux que mon système solaire. C'est un peu génial ça. Hein, et ça fait vraiment plaisir de savoir quand même que la science va au-delà de la conception normale des choses. Comment peut-on savoir que dans notre corps, on a des éléments qui sont plus vieux que d'autres? Ah bon, il y en a qui sont datés de 4,5 milliards et d'autres qui sont datés à 7,5. C'est génial un peu d'avoir ce corps dont il faudrait prendre soin, surtout avec ce confinement. Alors, la vie, donc, est venue, si vous voulez, disons, je voudrais appeler la vie étant extraterrestre, en quelque sorte, puisque l'eau et les éléments de la vie viendraient, si vous voulez, de systèmes autres que le système solaire, puisque, ou du moins, n'ont pas le même âge que la majorité des éléments qui sont sur place, sur Terre. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont majoritaires ou minoritaires. Je me perds les pédales, vous m'excusez, parce que personnellement, je ne connais même pas ma question. Je ne sais pas formuler ma propre question moi-même. Vous m'excuserez parce qu'il est beaucoup plus philosophique que scientifique. C'est-à-dire que si l'on prend tout ce qui est vivant, il serait composé de deux parties. Une partie qui serait quelque sorte avec le système solaire, et une autre partie qui serait plus ancienne que ça. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus récent que ça? C'est-à-dire que dans les éléments, on a continué sur Terre à être bombardé, si vous voulez, par les éléments. Eh bien, est-ce qu'ils n'ont pas amené quelque chose de plus frais et de moins que 4 milliards d'années? Ça, c'est la première question. Mais il ne faut pas que j'oublie quand même la deuxième question. Plutôt, ce n'est pas une question, c'est une information. Et là, je voudrais te remercier infiniment parce que lorsque je mettais sur pied le musée du ministère de l'Énergie et des Mines, tu m'as été d'une très, très grande utilité puisque les impacts, les traces d'impact des météorites, ben, il y en a au ministère, il y en a dans le musée du ministère. Et il y a aussi, si vous voulez, la météorite Merirt, et là, je tire un petit chapeau à notre ami Najat Aksbi, qui a pu la préserver, puisqu'au moment de la destruction du musée en 2005, ben, il a fait échapper cette météorite pour qu'il ne soit pas vu par ceux qui ont délapidé officiellement et au vu de tous ce musée. Donc, après la reprise donc, du musée, j'ai pu récupérer cette météorite et j'ai pu en récupérer d'autres. Hein, pour ne pas me tromper dans les noms, donc je dirais que j'en ai eu 5 ou 6 qui m'ont été offertes par des amateurs et je les remercie infiniment. Et merci beaucoup. Bien, merci beaucoup, très cher ami. Alors, bien évidemment, bon, donc tes remarques me font vraiment plaisir. Et donc, bon, j'ai préparé la conférence un petit peu pour répondre à ta question de la dernière fois, pour justement parler de l'origine des éléments chimiques. Alors, ce qui arrive sur Terre, donc en fait, pour que mon propos soit clair, donc
ce qui a été découvert récemment, donc ce que l'on connaissait, voilà, ce que l'on connaissait, c'est que tous les éléments chimiques du système solaire, tous, excepté l'hydrogène et l'hélium, tous, excepté l'hydrogène et l'hélium, ont une origine qui est extrasolaire, parce que le Soleil ne peut pas les produire. Donc, ils viennent tous de l'explosion d'une supernova. Donc, que ce soit le carbone, que ce soit le fer, que ce soit le silicium, etc., ce n'est pas le produit du Soleil, c'est le produit de quelque chose de plus ancien. Et ça, les astrophysiciens l'avaient démontré. Ce que les planétologues et les gens qui travaillent sur les météorites ont pu démontrer récemment, c'est que ces objets qui sont plus anciens que le système solaire, eh ben, on a réussi à les trouver avec ces grains présolaires et qui ont été datés jusqu'à 7,5 milliards d'années. Donc, pour répondre à ta question, tous les éléments chimiques qui constituent ton corps, notre corps, la Terre, Jupiter, Vénus, etc., les astéroïdes et tout ça, c'est des choses qui nous viennent de l'explosion d'une supernova. Ça, c'est la première partie de ta question. La deuxième partie de ta question, c'est est-ce qu'il y a un renouvellement? Alors, bien sûr, en fait, je vais répondre puisque il y a un groupe de géologie minière et vous allez être plus sensible à cela. Le fer de la surface terrestre. Parce que la Terre, quand elle s'est formée, eh bien, au début de sa formation, elle a subi la différenciation et tout le fer-métal qui était mélangé avec les autres composants, eh bien, il a migré vers le noyau. Et ensuite, eh bien, ce que les planétologues ont démontré, c'est que le fer que nous avons actuellement sur Terre, et qui est donc dans la croûte, que ce soit dans les minéraux ferromagnésiens ou que ce soit dans les mines, eh bien, ce fer, c'est un apport tardif. Donc, c'est un vernis tardif qui est arrivé sur Terre avec les impacts de corps extraterrestres, avec les impacts des météorites. Donc, dans l'absolu, tout ce qui est or, hydrogène et hélium vient d'une supernova. Ensuite, les éléments ont composé les planètes, etc. Ensuite, sur ces planètes, telles que la planète Terre, il y a eu une période de bombardement tardif, etc., et qui a ramené beaucoup d'éléments extraterrestres. Et ces éléments extraterrestres, d'ailleurs, continuent à arriver. Nous recevons plusieurs tonnes de matériaux extraterrestres par jour sur Terre. Donc, ces éléments qui sont arrivés par la suite, eh bien, c'était fini. La différenciation, elle était terminée. Donc, ils ne peuvent plus aller vers le noyau. Donc, ils restent dans les phénomènes de renouvellement entre l'asténosphère et la croûte terrestre. Donc, j'espère que ça répond à ta question. Merci beaucoup. Je pense qu'on passera à la troisième question. Thouria Atik, s'il vous plaît, si vous pouvez activer votre micro, présentez-vous et posez votre question. Il faut que ça soit concis et précis. Merci beaucoup. Thouria Atik. D'accord, merci, bonsoir. Je me présente, Atik Thouria, étudiante en première année master sciences et techniques en prospection et valorisation des ressources minérales à la faculté des sciences et techniques STAT. Je tiens à vous remercier d'abord Dr Chenaoui et toute la communauté organisatoire. Ma question est à propos à quel point est parvenue l'étude des météorites à la détermination de la nature de la matière noire, ou plus exactement à l'explication du point de départ de notre système. Et merci. Merci de votre question. Alors, en fait, je ne suis pas astrophysicienne, donc je ne suis pas en mesure de répondre pour... alors, la matière noire, je ne sais pas ce que vous entendez par la matière noire, mais donc ce que les météorites ont permis de... ce que les météorites permettent
ont permis et permettent d'identifier, c'est donc la composition des corps primitifs du système solaire, c'est l'âge du système solaire, c'est l'origine des éléments qui constituent le système solaire, c'est les extinctions massives d'espèces, c'est l'origine de l'eau, etc. Au-delà de ça, je ne sais pas ce que vous entendez par l'origine. Donc, La matière noire, ça concerne la nature du premier boule qui a été explosé le premier au niveau de la première Big Bang. La nature. Non. Donc, alors, les éléments les plus anciens et donc qu'on a pu retrouver, bon, qui ont été analysés, c'est 7,5 milliards d'années. C'est pas, alors c'est beaucoup, hein, mais c'est pas 13,8. Donc, alors d'ailleurs dans la publication dans cette publication-là, les auteurs disent qu'il est possible qu'en continuant à chercher, il est possible qu'on trouve des éléments plus anciens. Mais jusque-là, non. Le plus ancien, c'est 7,5 et je peux vous assurer que c'est quelque chose en fait, c'est quelque chose d'absolument incroyable, quoi, d'avoir des éléments aussi anciens. C'est vraiment unique. D'accord, merci madame. Oui. Merci beaucoup, Touria, qui est un membre très actif. C'est un abonné à nos e-conférences. Merci beaucoup, Touria. Et je passerai à un autre abonné encore, c'est Karim Bouhali, pour sa question aussi. C'est Karim, si tu pourras te présenter, et puis une question qu'on sait précise, ça sera la dernière, avant, c'est Ilyas Lgris. Bonjour, merci M. Chinaoui pour la conférence, merci M. Dafi pour l'organisation. Bon, je suis Bouhali Karim, étudiant à la faculté des sciences MECNES, en master géosciences appliquées. Donc, j'ai deux questions. Comment on va différencier entre la sidérite et une roche magmatique riche en fer? Et puis, concernant la théorie de la collision de la Terre avec un objet, c'est-à-dire la formation de la Lune, est-ce qu'il y a des arguments sur ça, par exemple des cratères d'impact, ou seulement que c'est la théorie la plus logique qui explique la même composition de la Lune et de l'Universe? Bien, merci pour votre question. Alors, première question, comment différencier entre une sidérite et une roche terrestre? Alors, une sidérite, c'est ce qu'il y a de plus simple à reconnaître parce qu'en fait, c'est impossible de la confondre avec une roche terrestre. Les sidérites, ce sont des roches qui sont constituées de fer et de nickel. C'est du métal pur. C'est du métal pur. Non oxydé, c'est du métal pur. Il n'existe pas sur Terre de roche qui soit équivalente aux sidérites. Donc, c'est impossible de confondre une sidérite avec une roche terrestre, quelle qu'elle soit, que ce soit sédimentaire ou magmatique ou métamorphique. C'est pas possible. Ce n'est pas non plus possible de confondre avec une roche, même une roche mixte, une météorite mixte. Alors, les confusions possibles que l'on peut avoir, non pas avec une sidérite, mais avec là où ça se rapproche le plus, ce sont les météorites crustales, c'est-à-dire que en fait, vous avez les météorites qui viennent des croûtes de Mars, par exemple, de la surface de la Lune ou bien de l'astéroïde Vesta, et qui sont assez similaires aux roches terrestres, avec quelques différences, mais assez similaires aux roches terrestres, donc qu'on ne peut pas reconnaître directement. Maintenant, il faut faire attention, les sidérites, ce n'est pas le minéral sidérite
que vous avez certainement étudié en minéralogie ou métallogénie, donc qui est un carbonate de fer. C'est pas ça. Les sidérites, c'est une classe de météorites qui sont les météorites de fer et qui sont le noyau d'une protoplanète qui s'est disloquée. Voilà. Alors ça, c'est pour la première question. La deuxième question concernant l'origine. Alors, la théorie de la formation de la Lune, ce n'est pas uniquement une théorie. Il y a beaucoup d'arguments. Donc, j'ai cité tout à l'heure très rapidement l'argument des isotopes de l'oxygène. Donc, vous avez dans le système solaire une sorte de zonage de l'oxygène. Donc, chaque corps solide du système solaire a une signature propre en isotope de l'oxygène. Et la Lune a exactement la même signature que les roches terrestres en termes d'isotope de l'oxygène. Donc ça, c'est un premier argument. Mais quand on fait la géochimie, quand on étudie la géochimie de la Lune, eh bien, on voit que, en fait, les composants de la Lune, c'est un satellite qui est moins riche en fer que les autres corps solides du système solaire, parce que son arrachement de la prototerre s'est fait quand la Terre avait commencé à se différencier. Donc, elle avait déjà commencé à faire migrer son fer vers le noyau. Donc, la partie qui s'est enlevée était moins riche que la prototerre mélangée. Donc, il y a beaucoup d'arguments. Ce n'est pas simplement une théorie. Maintenant, en fait, c'est quelque chose qui est accepté par toute la communauté scientifique et c'est basé sur beaucoup d'arguments, que ce soit des arguments géochimiques, voilà, donc qui prouvent cela. Oui, d'accord, madame. Voilà, Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sidi Karim. On passera à la question suivante, c'est Ilyas Lagris. Si vous pouvez activer votre micro, présentez-vous. Et juste, on a encore 8 minutes. Donc, il y aurait Ilyas Lagris. On va rajouter quand même si Mohamed Hafidi et Madame Leila Tajdine. Donc, ce serait les derniers. On a 8 minutes, madame, pour clôturer notre séance. Merci. Bonjour. Ilyas, si vous... Ça tu vois ou pas? Oui, c'est Elias, Bonjour. vas-y. D'accord, merci. On vous entend. Merci. Donc, c'est Elias Gris, je suis lauréat d'un master en sciences et techniques d'Al-Rachidia sur la géologie plus exactement. Donc, je tiens à remercier M. Dafi et son équipe pour l'initiative. Ainsi, je remercie Mme Chinaoui pour bien expliquer sur le sujet des météorites. J'ai deux questions qui sont, je ne sais pas si sont simples ou bien je décris des choses banales. Est-ce qu'ils ont arrivé à faire une chronologie pour les impacts météorologiques? Et ainsi, est-ce qu'ils ont fait une étude des structures de l'impact, soit la zone où il y a l'impact météoritique? Et merci. Ah, c'est une très bonne question, ça. Alors, oui, évidemment. Alors, donc, il faut savoir que, par exemple, les surfaces planétaires, telles que la surface de la Lune ou les surfaces de Mars, malheureusement, je n'ai pas préparé la diapo pour vous montrer ça, mais bon, voilà. Donc, les surfaces planétaires, en partie, ont fait leur datation en fonction du nombre de cratères qu'elles contiennent. Je m'explique. On va prendre par exemple 1 km² de la surface lunaire. On va compter le nombre de cratères qu'il y a. On a une estimation du nombre de cratères par million d'années. Et en fonction donc du nombre de cratères, on va dire cette surface, elle a tant de millions, elle a tant de milliards, elle a tant de milliards d'années, etc. Donc, on compte le nombre de cratères et ça permet de dater les surfaces et ça a été très bien fait sur Mars
parce que justement, ça a permis de démontrer que sur Mars, il y a des surfaces qui sont plus anciennes que d'autres, puisque Mars est une planète qui est restée géologiquement active jusqu'à relativement récemment. Ensuite, la chronologie des impacts, si on passe à la Terre, donc c'est dater les impacts. Donc là, ça a été justement un challenge pour le cratère d'impact d'Agoudal, qui est complètement érodé, ou la structure d'impact, pardon, puisqu'on ne peut pas parler de cratère. Donc, étant complètement érodé, eh bien, c'était très compliqué pour nous de pouvoir faire une datation directe. Donc, on a procédé avec les collègues du CEREJ à différentes datations, et notamment une datation par, en fait, une datation d'une surface de calcaire par les éléments cosmogéniques, par la mesure des éléments cosmogéniques. Et donc, ça a permis quelque part de limiter les âges de ce cratère. Mais les cratères d'impact peuvent être datés, et bien sûr, donc s'ils peuvent être datés, donc on peut en avoir la chronologie. D'ailleurs, c'est par exemple le cratère du Chicxulub, 65 millions d'années, il a été daté, donc ça correspond justement à la couche KT, avec une richesse en iridium, etc. Et est-ce qu'il y a une étude des structures d'impact? Bien sûr que les structures d'impact, c'est tout l'étude des cratères d'impact la science des cratères d'impact est une science à part, où on peut étudier tout ce qui est impactite, les cônes de percussion, les brèches d'impact, les pseudotachylite, donc les vers d'impact, les tectites, etc. Étudier les cratères d'impact, on va pouvoir voir leur dimension, essayer de savoir quelle était la taille de l'impacteur, etc. Donc c'est toute une science, bien sûr, et donc il y a des spécialistes des cratères d'impact. Nous avons fait soutenir 2 thèses sur les cratères d'impact. Donc à l'université Hassan II de Casablanca, avec le partenariat de collègues de professeur Uwe Remold, de David Baratou, de Sylvain Boulet, donc de Christian Koberl, donc différentes personnes qui sont de grands spécialistes. Merci beaucoup, madame. Donc on passe à professeur Mohamed Hafidi pour sa question. Bonjour, professeur. Présentez-vous, s'il vous plaît. Vous m'entendez? Oui. Oui, c'est Hafidi, c'est bon. Oui. Présentez-vous. Alors, à mon tour, je tiens à féliciter le professeur Chenaoui pour la qualité de la conférence, et d'avoir aussi réussi à nous faire voyager dans l'espace en restant sur Terre. Alors, ma question s'inscrit un peu dans l'esprit de la question de M. Kossir. Aujourd'hui, certes, les météorites sont des matériaux précieux pour les chercheurs, ça, personne ne peut ignorer ça. Et ça devrait rester, bien sûr, un patrimoine national. Comment veut-on le protéger face aujourd'hui au réseau qui se développe en matière de trafic qui se fait en la matière, des collectionneurs? Aujourd'hui, on peut les acheter dans les bazars. D'autre côté, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu une idée sur le prix, la valeur de ces météorites? Et en matière de réglementation, est-ce qu'il y a une réglementation qui est faite, ou bien il n'est pas temps d'y penser? Et merci. C'est Hafidi, si vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît. Hafidi, je suis donc professeur à l'université Qadi Ayad, en étant professeur affilié à l'IMSISP. Sorry. Merci beaucoup. Très bien, merci beaucoup, professeur Hafidi, pour votre question.
Alors déjà, en fait, je voudrais juste réagir un petit peu au terme trafic. Donc, je préfère que ce terme ne soit pas utilisé parce que il est assez péjoratif et donc notre pays n'ayant pas eu n'ayant pas de réglementation jusque-là concernant tout son patrimoine géologique, c'est très fort de parler de trafic. Donc, j'émets une réserve par rapport à ce terme-là. Maintenant, il est vrai que nous avons un patrimoine en météorites, en fossiles, en minéraux qui est absolument exceptionnel et unique dans le monde. Et il mérite d'être valorisé. Et ça, c'est l'autre casquette de secrétaire général de l'Association pour la protection du patrimoine géologique du Maroc, qui œuvre depuis à peu près pratiquement une vingtaine d'années pour valoriser le patrimoine géologique du Maroc. Donc, entre autres actions de cette association, ça a été d'initier les travaux de la confection d'une loi portant sur le patrimoine géologique du Maroc. Donc, cette loi, elle a eu plusieurs épisodes où, selon les responsables au niveau du ministère de l'Énergie et des Mines, nous avons eu une écoute plus ou moins attentive. Et bien heureusement, ces dernières années, et je remercie les responsables, je remercie CSA pour le coup de pouce très, très important qui a été donné, eh bien, ça a été remis à l'ordre du jour. Alors, nous avons beaucoup travaillé avec les collègues du ministère de l'Énergie et des Mines, avec la direction de la géologie, qui ont fait un très, très bon travail. Donc, nous avons bien avancé sur une certaine mouture de cette loi spécialement dédiée au patrimoine géologique du Maroc. Et en fait, finalement, la mise en place d'une loi allait prendre un temps très long. Et donc, ça a été quelque part mis sur le côté. Par contre, la nouvelle loi sur les mines avait mis en place un article, lequel article stipule clairement que les fossiles, les minéraux, les météorites sont un patrimoine géologique qui vont être réglementés dont l'export, etc., la collecte va être gérée par voie réglementaire. Et donc là-dessus, il fallait avoir un décret qui permette l'application de cet article de la loi sur les mines. Et ce décret, eh bien, c'est un décret qui a été validé par le gouvernement marocain, par le Parlement marocain, et il est entré en vigueur au mois de février. Et que dit ce décret? Il réglemente simplement, c'est quelque chose d'unique dans le monde. C'est quelque chose d'unique dans le monde, ou du moins dans le monde des pays qui sont riches en patrimoine géologique. Eh bien, il dit que les gens ont la possibilité de ramasser, mais il faut que ce soit clair. Les gens doivent avoir une autorisation, ils doivent être connus, etc. Les gens ont la possibilité d'exporter, mais il faut que ce soit réglementé et que le ministère sache qu'est-ce qui est exporté et qu'une partie, donc 20 grammes, reste au ministère de l'Énergie et des Mines, etc. Et donc, l'idée avec ce décret, c'est que les choses soient en fait win-win, que les gens qui ramassent, eh bien, ils s'y retrouvent, que les gens qui exportent s'y retrouvent et que le pays s'y retrouve. Et là-dessus, par contre, il faut faire un effort d'avoir donc des musées, de pouvoir acheter, etc., pour avoir des collections nationales. Et donc, voilà, c'est ça. Et bien sûr, bien évidemment, l'État marocain
garde la possibilité d'avoir un droit de péremption, c'est-à-dire que si vous avez un objet qui est vraiment exceptionnel, ben, l'État marocain a la possibilité de l'acheter lui-même pour le garder sur son sol. Merci. Merci beaucoup. Pour la Merci valeur beaucoup, de la madame. météorite, s'il Donc, vous plaît. s'il vous plaît, c'est rapide Ah, la parce qu'on valeur. n'a plus de temps. Je Voilà. m'excuse. Dans la valeur, On de n'a plus toute de temps, façon, madame. Si vous professeur. pouvez être un peu Oui. plus bref. Donc, professeur Hafidi, je suis désolée, mais là, ce n'est pas notre rôle en fait, je n'aime pas parler de valeurs marchandes parce que pour nous, c'est la science. Sachez simplement qu'il y a des météorites qui sont extrêmement chères et d'autres qui le sont moins. Et que, voilà, pour nous, pour les scientifiques, c'est important de les avoir, c'est tout. Merci. Merci beaucoup. Donc, on passera à la dernière question qui va être posée par madame Leila Tejdine. S'il vous plaît, activez votre micro, présentez-vous et soyez, s'il vous plaît, concis et précis parce qu'on a dépassé le temps de 5 minutes. Merci. Madame Leila Tejdine. Madame Leila Tejdine, appel. Si vous pouvez activer votre micro, Madame Leila Tejdine. Sinon... Bonsoir. 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 Présentez-vous, s'il vous plaît. Oui. Alors, avant de me présenter, je voudrais d'abord remercier Madame Chenaoui. Je vous remercie de votre présentation très éclairée et très fascinante. Vraiment, le sujet est très attirant. Alors, je suis chimiste de base, docteur en chimie, et je suis lab manager à CISFRA, UMCSP. En fait, ma question est liée à la composition minéralogique des météorites. Côté identification, comment vous évaluez ces phases minéralogiques qui se présentent au niveau des météorites? Est-ce que vous passez par les analyses physico-chimiques dont vous êtes obligé de détruire une partie de la météorite, ou bien vous utilisez des méthodes non destructives pour préserver la totalité des roches? Ok, bien. Si pardon. vous permettez, j'ai Oui. une deuxième question. S'il y a des météorites qui parviennent d'un autre système, à part le système solaire, comment peut-on identifier ces météorites, puisqu'on se base sur des éléments qui se caractérisent, qui représentent le système solaire? Et merci encore. D'accord. Donc, première question, c'est très simple, je l'ai dit tout à l'heure, en fait, on travaille sur les météorites exactement de la même façon qu'on travaille sur les roches terrestres. Donc, on fait des analyses qui sont de la microsonde électronique, du microscope électronique à balayage, des analyses de roches totales, des analyses donc majeures, traces, etc. Alors, il y a des analyses qui sont destructives. Alors, bien évidemment, on essaye de... Quand on va préparer une section polie, alors d'ailleurs on prépare souvent des sections polies plutôt que des lames minces parce que les lames minces nous font perdre plus de matériaux. Donc on essaye de faire le minimum de préparation, mais on est obligé de réduire en poudre pour faire l'analyse roche totale, on est obligé de préparer des sections polies. Donc on a des analyses qui sont destructives. Maintenant il y a par exemple la mesure de la susceptibilité magnétique qui n'est pas destructive. Nous avons la mesure avec en fait la fluorescence X, donc par exemple le pistolet, en fait la fluorescence X portative, donc ce n'est pas destructif, mais on ne peut pas se baser uniquement sur ça pour faire des classifications. Alors pour les chondrites ordinaires, à la limite on peut le faire, mais pour le reste, on est obligé d'avoir au moins une partie qui va être détruite. Mais quand on prépare une section polie, ce n'est pas vraiment une analyse destructive parce que la section polie, on peut l'étudier, on peut la réétudier, on peut la réétudier, etc. Donc voilà pour la première question. La deuxième question par rapport aux éléments chimiques qui viennent en dehors du système solaire, en fait, non, c'est tout. Bon, on va reparler philosophiquement. Donc, on n'a pas des météorites qui viennent d'en dehors du système solaire. C'est pas ça. C'est les éléments chimiques qui composent le système solaire qui sont tous extrasolaires quelque part. Mais ce n'est pas les météorites que l'on a actuellement, qu'on reçoit. Leur origine, c'est le système solaire. Mais l'origine de tout ça, c'est beaucoup plus ancien. J'espère que c'est clair. Oui, merci très infiniment. Merci beaucoup, madame.
Et je m'excuse pour les autres amis qui n'ont pas pu poser de questions parce que c'est une petite contrainte technique, parce qu'on ne pouvait pas mettre tout le monde membre dans l'équipe. C'est une tâche très difficile peut-être pour moi parce que je suis un peu nul en informatique. Je suis un géologue minier, donc je m'excuse pour ça. Mais ce qui est sûr que pour cette séance, on a explosé mon compte de Teams et aussi je répondais en parallèle sur des messages sur ma boîte Outlook. Alors, je tiens juste à vous informer qu'au même temps qu'on vous parlait de la loi de la réglementation minière marocaine, il y avait CSA qui à chaque fois qu'on vous parlait d'un article ou d'une référence, lui, il met les références avec les numéros et tout ce qu'il va avec, parce que c'est lui-même qui a mis en place, qui a mis en œuvre et mis en point cette loi-là. Oui. Et on vous le remercie infiniment pour les efforts qu'elle fait, soit sur le plan réglementaire à l'échelle du pays, que sur le plan formation de nos jeunes, et j'avais l'honneur d'être son étudiant. Alors, tu me fais rougir, aussi, tu me fais rougir. Alors, on clôture en beauté. Et avant de clôturer, je tiens d'abord à laisser le dernier mot à Sekoser. Et s'il vous plaît, je prendrai encore 20 secondes après Sekoser pour vous donner quelques indications pour l'obtention de l'attestation de participation. Merci Sekoser. Enfin, je voudrais remercier encore une fois professeur Hassan Chnaoui nous avoir donné de son temps pour animer cette conférence, cette excellente conférence, très intéressante, très importante. Personnellement, j'ai beaucoup appris avec cette conférence et puis je remercie aussi les participants. Nous avons aussi appris plus à travers les questions des participants et les réponses du professeur Chnaoui. Et je remercie aussi tous les collègues qui contribuent à l'organisation de ces conférences. Merci beaucoup, Sekoser. Donc, juste une petite indication pour pour ce qui concerne l'attestation de participation. Je vous informe que tout de suite, il y a mon collègue Ilyas qui va vous envoyer un mail d'une adresse. Et vous aurez 2 heures pour répondre à certaines questions qui ont été préparées par professeur Chnaoui. Et bien sûr, c'est le score 3 sur 5 pour avoir de l'attestation. Et juste pour que vous soyez informés de la procédure et comment nous travaillons, ça c'est un travail très lourd à notre niveau. C'est très très lourd. On fait des nuits blanches pour vous préparer les attestations. Donc on s'excuse s'il y a un problème technique qui nous dépasse. Et je vous remercie infiniment. Et je vous invite pour la prochaine e-conférence qui aura lieu le vendredi prochain. Et cette fois-ci, on passera de l'univers au sol à l'agriculture avec le professeur Fawzi Bkawi, le directeur de l'Institut national de recherche agronomique, qui présentera un aperçu général sur l'agriculture à l'échelle marocaine. Bien sûr, même les collègues qui assistent maintenant, qui sont d'autres pays, ils peuvent profiter de cette expérience et de ce monsieur qui ramènera et partagera certainement toute cette expérience avec l'ensemble de la communauté scientifique. Je vous remercie infiniment, Madame professeure Hassan Chnaoui, pour ce travail excellent, pour cette présentation excellente. Et je remercie infiniment les participants. Et je m'excuse beaucoup et au nom du comité d'organisation s'il y a un problème technique qui arrive parfois, qui nous dépasse. Et merci à l'ensemble des participants et au vendredi. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Madame Chnaoui. Bravo. Merci beaucoup. Merci. Bravo à tous. À bientôt. Merci. Bravo. Très bien. Merci à vous.